Bonjour et bienvenue à Marseille, à une semaine tout juste des élections législatives. Marseille qui accueille sous un magnifique soleil ce grand rendez-vous. Alors, pourquoi Marseille? Tout simplement parce que Jean-Luc Mélenchon y présente sa candidature. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Nous reviendrons bien évidemment sur votre candidature, sur les élections législatives, puisque vous menez la bataille de la France insoumise, et naturellement sur l'actualité ô combien dramatique de la nuit, avec Nicolas Barré des Échos et Yohann Usaï de CNews. Alors Jean-Luc Mélenchon, évidemment, ce nouvel attentat à Londres cette nuit qui a fait 6 morts et de nombreux blessés, dont plusieurs Français. 4 indiqués à l'instant le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian sur Europe 1. Quelle est votre réaction ce matin, Jean-Luc Mélenchon? Comme tout le monde, je suis consterné et horrifié, mais je crois qu'il est nécessaire de dire que comme nous sommes agressés, je dis nous parce que ce pourrait aussi bien être Paris, c'est Londres, mais je me sens directement concerné comme tout le monde. Il faut que nous ayons une attitude qui répond à l'ampleur de la provocation et de l'agression. Donc nous devons d'abord commencer par dire que ce sont des assassins odieux et lâches parce qu'ils s'attaquent par surprise à des gens sans défense et qu'il n'y a aucune gloire à poignarder des gens à la sauvette comme ils le font. Et de cette manière, tous ceux qui nous entendent comprennent l'ampleur du mépris que nous avons pour ce type de personnes. Ce ne sont pas des guerriers, ils ne mènent aucun combat, ce sont juste des assassins. Et à ce stade, pour le moment d'ailleurs, il n'y a pas eu de revendication précise et pour l'instant, en tout cas, tout n'est pas clair de manière officielle. Nous allons attendre, mais quoi qu'il en soit, nous devons être capables de caractériser ces gens. Et pour le reste, la parole publique doit être une parole de réconfort pour les victimes, mais tous ceux qui se sentent impliqués. Vous savez, à chaque fois, l'impact d'un attentat et d'un meurtre de cette nature va bien au-delà des malheureux qui en sont les victimes immédiates. Ce sont des centaines de gens qui prennent peur et qui sont très commotionnés. Et je crois qu'on doit avoir à cet instant une pensée pour eux et leur dire que, bien sûr, notre devoir est de surmonter cette situation parce que ce qu'attend l'ennemi, c'est toujours qu'on s'effraie, qu'on se terrorise et qu'on se débande. Et naturellement, notre devoir, c'est de résister à tous ces sentiments. Nicolas Barré. A posteriori, est-ce que ça justifie la prolongation de l'état d'urgence décidé il y a quelques jours par le président de la République? La seule appréciation qu'on puisse avoir sur un moyen, c'est son efficacité. L'état d'urgence a donné lieu, selon les rapports d'Amnesty International, à toutes sortes de débordements et a été utilisé pour beaucoup pour neutraliser des militants écologistes et d'extrême gauche. Mais on ne voit pas qu'au-delà des premières heures où il est mis en place, il est une efficacité dans la lutte antiterroriste. Il y a eu aussi, Jean-Luc Mélenchon, des dizaines d'arrestations, des caches d'armes. En tout cas, ses promoteurs et le gouvernement expliquent qu'il a pu éviter des attentats. C'est sa justification. Moi, je n'ai pas l'intention de diminuer si peu que ce soit les capacités de protection qui résultent d'une décision ou d'une autre. Mais les spécialistes, ce que je ne suis pas, disent que la prolongation indéfinie de l'état d'urgence amoindrit les anticorps républicains, comme on dit, et démocratiques du pays, et en même temps sans une efficacité technique très grande. Celui qui a dit ça n'est pas quelqu'un de mon bord, c'est monsieur le président de la commission qui s'occupe de ces questions et qui était un membre du parti Les Républicains. Donc je crois qu'on est là dans des situations où on fait des appréciations techniques. Bon, l'état d'urgence ne peut pas être appliqué comme ça indéfiniment. J'apprends que le président de la République aurait l'intention de mettre le contenu de l'état d'urgence dans le droit commun. J'espère qu'il n'en fera rien, parce que c'est une victoire de l'adversaire si nous commençons, nous, à diminuer le niveau des libertés publiques. Alors sur les moyens, justement, pour nous protéger, Yohann Usaï. Vous souhaitez supprimer l'opération Sentinelle pour confier la sécurité des lieux publics aux policiers. Est-ce que c'est une proposition que vous maintenez? Oui, bien sûr. Les militaires doivent prendre en charge des tâches militaires. La présence, l'opération Sentinelle est extrêmement coûteuse en temps, en usure morale et psychologique des personnes qui sont recrutées pour être des militaires et qui se retrouvent à passer 10 heures à patrouiller dans des gares et devant des bâtiments. La police nationale... Et qui a elle-même été victime d'ailleurs d'agressions terroristes, puisque des militaires en ont été victimes. Évidemment,
les abrutis de service les agressent parce que ce sont des personnes en uniforme. Bon, mais peu importe, ce n'est pas ça qui est le critère décisif. Le critère décisif, c'est la perte de temps, l'usure morale, la disproportion, car évidemment, la riposte d'un militaire n'est pas de même nature que celle d'un policier. Les policiers sont habitués, moyennant d'autres débordements, mais les policiers ont une meilleure maîtrise de ce type de situation. Voilà comment j'ai été conduit à dire que les opérations de police doivent être conduites par la police et les opérations militaires par des militaires. Cette distinction, qui peut paraître étrange à ceux qui nous occupent, est d'une grande importance pour la conduite opérationnelle des actions. Donc vous maintenez cette proposition ce matin, encore une fois, malheureusement et tristement marquée par une nouvelle attaque terroriste, et l'occasion de se poser la question de la task force que indique vouloir constituer autour de lui le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, afin de fédérer, d'organiser les services, les 6 services qui permettent de lutter contre le terrorisme. Est-ce que vous le soutenez dans cette démarche ? J'attends de comprendre exactement en quoi elle consiste, car je suis entouré de conseillers qui sont des spécialistes, souvent d'actifs de la lutte antiterroriste, c'est-à-dire des gens qui sont sur le terrain. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Jusqu'à présent, la lutte antiterroriste n'a pas été abandonnée à des amateurs dans le chaos et le désordre. Ce n'est pas vrai. Les services de sécurité étaient extrêmement bien mobilisés et coordonnés du mieux qu'ils le pouvaient. Que le président de la République veuille augmenter le niveau de concentration autour de sa personne, à mon avis, est une erreur. Parce que ce sont des tâches extrêmement concrètes, extrêmement précises, qui reposent beaucoup sur du renseignement. Comme vous le savez, c'est pourquoi, pour ma part, j'ai toujours privilégié le renseignement humain sur tout autre moyen de combat et de riposte. Je pense que s'il concentre trop, il va prendre en ligne directe des responsabilités qu'il n'est pas bon de prendre. Autrement dit, ce n'est pas au président de la République d'être le chefissime, le chef suprême de l'action de sécurité dans son caractère opérationnel. Pourquoi ? Parce que ça nous affaiblit. L'ennemi saura qu'il peut nous affaiblir en nous frappant et en nous frappant de nouveau, et qu'il y aura un impact sur le président de la République. C'est à qui de le faire, Jean-Luc Mélenchon, si c'est pas le chef de l'État ? Au service qui s'occupe de ça, au ministre de la Défense, à celui de l'Intérieur, qui l'un et l'autre ont à connaître, l'un par les renseignements qu'on recueille sur le théâtre des opérations militaires, l'autre par les infiltrations et les renseignements qu'on concentre, et voilà. Mais encore une fois, je ne veux pas que la moindre de mes expressions donne le sentiment qu'il y aurait des dissensions entre nous, Français, sur la manière de lutter, sur la lutte elle-même, la nécessité de cette lutte, parce que c'est l'objectif numéro 1 que vise l'ennemi. S'il nous frappe, par exemple, en Angleterre pendant des élections, c'est bien pour peser sur le processus démocratique. Précisément. Justement, à Londres, les partis politiques viennent d'annoncer qu'ils suspendaient leur campagne électorale. Les législatives ont lieu jeudi. La gauche, avec Corbyn, était en train de remonter de façon assez forte. Est-ce que vous pensez que cet événement est de nature à favoriser la droite ? Je ne sais pas, parce que dans les premiers temps, oui, c'était vrai. Il y avait les schémas traditionnels, on pensait que la droite était plus préoccupée de sécurité et la gauche moins. Le temps passant, la multiplication des attentats, aussi bien en Europe que dans les autres pays, et je demande qu'on s'en souvienne. Pour l'instant, le plus grand nombre des morts a été en Afghanistan, en Syrie, en Irak, assassinés par la même bande de lâches. Maintenant, tout le monde a bien compris que ce n'est plus une affaire gauche ou droite, parce que tout le monde est mobilisé pour essayer de contrer les coups que nous recevons et d'emporter à notre tour. Mais il est vrai que ça crée une ambiance anxiogène qui n'est pas favorable aux idées de M. Corbyn. Mais on ne peut pas mesurer l'impact aujourd'hui, parce que nos concitoyens, qu'ils soient français ou anglais, ont élevé leur niveau de conscience et ne s'arrêtent pas aux apparences. Nous le verrons, puisque les élections, en tout cas si la campagne est suspendue, doivent normalement se maintenir jeudi en Grande-Bretagne. Alors cette actualité britannique domine naturellement tout le reste ce matin, mais je reviens tout de même sur la décision qui a à peine 48 heures de Donald Trump de sortir de l'accord de Paris sur le climat. Est-ce qu'il faut aller au-delà de la condamnation verbale? Emmanuel Macron a parlé d'erreurs, de fautes, et prendre des sanctions, des mesures de rétorsion diplomatique contre les États-Unis. Et si oui, de quelle nature? Monsieur Namias, vous mettez le doigt au bon endroit.
C'est ce que j'ai dit dès hier en apprenant la décision de M. Trump. Cette décision est celle d'un homme borné et stupide, qui est la traduction en mots simples du mot climato-sceptique. Être sceptique sur le changement climatique, c'est tout simplement nier une évidence que tout le monde reconnaît et qui n'a rien d'idéologique. Hein. Bon, M. Trump part d'un raisonnement extrêmement borné. Il dit « je suis là pour m'occuper des Américains de Philadelphie, pas de Paris ». Mais cet homme n'a pas compris que l'atmosphère est la même d'un bout à l'autre de la planète et que, à partir du moment où il méconnaît les intérêts des Parisiens, il méconnaît aussi ceux des gens de Philadelphie. C'est vraiment une décision stupide et qui met en cause l'humanité tout entière. Il me paraît important que nos auditeurs comprennent bien que l'accord de Paris était déjà un accord, si vous voulez, lui-même discuté. Tout le monde comprenait qu'il fallait faire mieux parce que on s'est engagé à 2 degrés d'augmentation. Au dernier moment, on a dit, vaudrait mieux viser 1,5 parce que sinon, il y a déjà une dizaine d'États qui seront engloutis par les flots. Et à la fin, quand on a recensé le total des engagements des pays, on s'est aperçu que c'était 3,5 degrés. Par conséquent, l'accord lui-même devait être amélioré. Oui, mais comment... Le mauvais coup de M. Trump, il faut d'abord qu'on le mesure. Mais une fois qu'il est mesuré, et il a été bien posé depuis 48 heures, encore une fois, je reformule ma question. Oui, j'ai entendu, il faut sanctionner. Plus à l'encontre, et comment? Alors, premièrement, commençons par dire que nous sommes légitimes à vouloir sanctionner. Après tout, ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire toutes sortes de coalitions, interviennent ici, là, pour un régime qui déplaît aux États-Unis d'Amérique. Bon, là, ce sont les États-Unis d'Amérique qui menacent le monde entier. Madame Merkel a dit qu'ils se comportaient d'une manière nuisible pour l'humanité. Donc, moi, je suis partisan du fait que les puissances européennes, qui sont les plus engagées dans l'accord de Paris, forment une coalition pour faire peser sur les États-Unis d'Amérique des contraintes économiques ou financières. Eh bien, on pourrait, les États-Unis, par exemple, vous savez, retirent les licences bancaires des établissements qui commercent avec les pays dont ils ont décidé qu'ils sont sous embargo. On pourrait placer on pourrait faire pareil, c'est-à-dire dire aussi longtemps que vous n'avez pas cédé et que vous continuez à mettre le monde entier en danger, nous ne vous permettons plus les transactions financières avec le vieux continent. Voilà. Ou bien nous ne vous permettons plus de vendre tel ou tel véhicule parce qu'ils sont eux-mêmes producteurs de gaz à effet de serre. Nous pourrions prendre, il faut frapper les États-Unis au portefeuille, c'est la seule chose qu'ils comprennent. On vous entend là-dessus. Est-ce que la présence de Nicolas Hulot dans ce gouvernement vous semble une garantie que ces questions écologiques seront bien défendues? Et notamment, est-ce que vous pensez qu'il aura gain de cause sur Notre-Dame-des-Landes? Bon, une garantie, je ne le crois pas. Je comprends sa démarche, j'ai de la sympathie pour lui, comme beaucoup de gens dans nos milieux de l'écologie humaniste. Bon, Monsieur Hulot fait une expérience, il faut la mettre à sa place et il faut l'accompagner dans l'idée qu'il s'en fait. Il n'a jamais prétendu changer le monde à lui tout seul. Mais il a du mal à me faire croire que dans un gouvernement dont le Premier ministre est le représentant du lobby nucléaire, ça a été son métier, il était chargé des relations publiques institutionnelles, Monsieur Édouard Philippe, pour Areva. Il n'a zéro chance d'arriver à raisonner le Premier ministre. Il y a un président de la République qui a donné un cap quand même. Oui, oui. Alors on le discutera le moment venu quand on verra les mesures précises. Mais ensuite, quand on voit le nombre de lobbyistes qui sont présents dans le gouvernement et qui représentent des multinationales et dans les candidats à la députation dans la République en marche, la tâche de M. Hulot va bientôt devenir celle d'Hercule lui-même. Donc vous pensez que ça n'est qu'une simple caution, qu'il n'a pas un avenir à long terme au sein de ce gouvernement? Je sais pas, j'ai tendance à être optimiste. Je me dis peut-être que M. Hulot bloquera, ralentira, mais inversera, non. Parce que tout à l'heure, vous m'avez posé une question sur M. Trump. J'ai parlé des sanctions, mais j'ai envie de dire la meilleure chose que les Français pourraient faire, c'est de montrer l'exemple et nous-mêmes d'avoir un plan pour passer à 100% d'énergie renouvelable et sortir du nucléaire. Vous savez très bien qu'on en est très loin aujourd'hui. Pourtant, il y a 19 réacteurs qui vont arriver en fin de vie pendant le mandat du président Macron. Et ce qui était au cœur de votre campagne présidentielle et au cœur de votre campagne législative. Avant d'en venir à l'actualité très riche aussi en France, encore un mot d'international. Vous qui étiez indulgent avec Vladimir Poutine pendant la campagne présidentielle, en tout cas, vous n'étiez pas aligné sur ceux qui le condamnaient à tout bout de champ. Est-ce que vous avez raison de parler de ceux qui le condamnaient à tout bout de champ. Est-ce que vous avez justement apprécié la façon dont le président russe a été reçu et traité avec les honneurs au château de Versailles par Emmanuel Macron en début de semaine? Non, c'est pas ma vision des choses, mais bon, je comprends que dans la chaleur de la polémique, il était bon de me diaboliser et de m'attribuer Monsieur Poutine, dont j'ai toujours dit que si j'étais russe, je ne voterais pas pour lui.
Bon, je n'étais pas d'accord pour qu'on en fasse l'ennemi public numéro 1 en Europe et qu'on rompe toute relation avec, au point de marcher d'un pas tranquille vers une confrontation armée. Je rappelle qu'il y a eu des manœuvres militaires des Nord-Américains en Pologne et sur la frontière de l'Est de l'Europe que je trouve tout à fait disproportionnées. Mais pour autant, je n'ai jamais dit que j'étais d'accord avec l'annexion de la Crimée. Et le vote qu'il y a eu en Crimée, bon, j'en prends acte. Je sais que la Crimée a un passé russe qui peut justifier qu'on pense qu'elle est russe, mais nous sommes français. Donc, faut maintenir les sanctions. Notre intérêt à nous, c'est qu'il y ait une discussion. Faut pas lever les sanctions. Mais j'ai proposé une conférence sur la sécurité en Europe, précisément pour pouvoir rediscuter des frontières et évaluer avec les Russes en quoi ils se sentent menacés, de manière à ce que s'ils se sentent menacés, ce niveau de menace puisse être abaissé, mais que de leur côté aussi, ils abaissent le leur. Ça n'a pas été entendu, donc je trouve disproportionné de le recevoir en grande pompe à Versailles, avec toute la magnificence de la monarchie présidentielle. Nous avons avec les Russes une discussion rationnelle, mais claire, qui doit avoir lieu. Nous ne sommes pas d'accord pour qu'on bouge les frontières en Europe. Voilà pourquoi je propose une conférence de la sécurité. Si les Russes nous disent la Crimée est russe, eh bien très bien, organisons une élection en Crimée sous contrôle de l'ONU ou de l'organisme international qui est habilité. Si les gens de Crimée choisissent d'être russes, soit ils seront russes. Mais nous ne pouvons pas accepter que les frontières bougent et que nous, les Français, nous soyons juste invités à contempler. Position est claire ce matin, Jean-Luc Mélenchon. On va en venir maintenant à l'actualité française très riche, à tout juste une semaine, jour pour jour, des élections législatives. On se retrouve tout de suite avec vous, Jean-Luc Mélenchon, en direct de Marseille. Et on se retrouve à Marseille pour ce grand rendez-vous qui accueille Jean-Luc Mélenchon, qui mène la campagne pour la France insoumise, mais qui mène une campagne également à quelques encablures d'ici, dans une circonscription de Marseille. François Bayrou, le nouveau garde des Sceaux, revient ce matin dans le journal du dimanche sur son texte de confiance dans la vie démocratique. Il faut dire confiance dans la vie démocratique, on ne parle plus de moralisation maintenant. Il veut faire de la France, je le cite, un pays honnête et fiable. Le soutenez-vous, Jean-Luc Mélenchon, dans son projet ? Son intention est tout à fait louable. Je me demande qui est-ce qui serait pour qu'on soit un pays malhonnête et pas fiable. Personne. Je vous le concède bien volontiers. Donc, je ne peux que, comme tout le monde, partager cette intention. Au demeurant, je peux tout à fait croire à la sincérité de M. Bayrou, qui n'a jamais été considéré dans ce pays comme un homme d'argent ou intéressé par ces milieux-là. Alors je préfère dire aux autres qu'il ferait bien de se méfier, parce que compte tenu de la quantité de lobbyistes de toutes sortes qu'il y a dans ce gouvernement et dans les candidats de En Marche, je doute que M. Bayrou... vous y allez sur les lobbyistes au sein du gouvernement. C'est la deuxième fois depuis le début de cette émission. Parce que la presse, d'abord, c'est un phénomène... c'est la première fois en France qu'on voit ça. Dans le passé, jamais la droite, qui était la plus intéressée jusque-là aux questions économiques, ne mettait en scène autant de lobbyistes. Mais vous pouvez d'un mot préciser, pardonnez-moi Nicolas, ce que vous voulez dire par les lobbyistes au sein du gouvernement ? C'est le journal Marianne et quelques autres qui ont fait la liste qui montre comment les grandes entreprises du pays ont tout d'un coup des candidats aux élections législatives par le biais de La République En Marche, qui sont souvent, il y a 17 ou 18 cas repérés, des gens qui s'occupent auparavant pour leur entreprise de relations publiques institutionnelles. C'est-à-dire qu'avant, ils s'occupaient d'essayer de faire passer les intérêts de leur corporation auprès des députés. Maintenant, ils espèrent être directement députés. Ce que vous appelez lobbyiste, d'autres l'appellent société civile, tout simplement. Oui, en effet, j'ai vu qu'on repeignait ça en société civile. Mais alors, comment faire ? Personnellement, la France insoumise a 560 candidats. Ils ont tous un métier à cette heure, puisqu'aucun d'entre nous n'est sortant d'un mandat électoral, à part moi. Bon, donc, est-ce que je dois les appeler société civile ? Mais c'est grotesque. Ça veut tout simplement dire. Vous êtes du privé, vous n'êtes pas forcément un lobbyiste ? Mais j'en conviens parfaitement. On peut venir du milieu privé, être un innocent, sans intention particulière. Prenons un exemple. Le directeur adjoint du MEDEF qui devient directeur de cabinet de la ministre du Travail, vous aurez du mal à me faire croire que son approche des questions du travail soit autre chose que celle dans lesquelles il a été toute la vie. Il est très respecté par les organisations syndicales. Non, mais pour les autres, monsieur, je vais vous dire... Et il y a aussi un ancien responsable de Force ouvrière dans les équipes qui préparent les textes sur le social. Donc vous voyez... Non, monsieur Namia, je comprends que vous vouliez ménager la chèvre et le chou, mais à la fin, c'est la chèvre qui mange le chou. Non, mais monsieur Namia, à la fin, c'est la chèvre qui mange le chou. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ça veut dire que pour vous, l'ensemble de ce gouvernement est entaché par le soupçon ? Alors, l'ensemble de ce gouvernement est d'une manière spectaculaire et pour la première fois dans notre histoire
très directement liés à la caste qui domine tout, c'est-à-dire aux grands lobbies, aux grandes entreprises du pays. Ils sont directement installés dans la place. Quand je dis que le Premier ministre est un ancien lobbyiste du nucléaire, je n'exagère pas, je ne suis pas Tony Truant, je ne suis pas sectaire, je le constate. Encore une fois, est-ce que ça les rend travaillait pour Areva, oui, mais bon, d'accord, mais il y a travail et travail. À Areva, vous avez des gens qui montent et qui démontent des centrales nucléaires, certains qui coulent du béton, et puis vous avez ceux qui sont tout en haut, dont le but était, lorsqu'on est chargé des relations institutionnelles d'Areva, ça signifie qu'on est chargé d'aller auprès des institutions faire de la mise en valeur des raisons d'Areva. Je vous en prie. Au moins, admettez ce fait, c'est un fait et c'est vos collègues qui le mettent en avant. Quand on vous entend, on a l'impression que dans votre bouche, ça les rend illégitimes, qu'ils n'ont pas la capacité pour exercer leurs responsabilités. Mais non, pas du tout. Je sais qu'ils vont l'exercer d'une certaine manière, et c'est contre cette manière que je propose une alternative. Vous avez ou bien le gouvernement du MEDEF, du CAC 40 et des grandes entreprises du pays et leurs députés, ou bien le gouvernement de l'humanisme écologique et social que j'incarne. Mais ça s'appelle la démocratie, ça. Quant au fait qu'ils viennent du secteur privé, ça ne les disqualifie pas à mes yeux. Dans les 560 candidats que je présente au titre de la France Insoumise, vous en avez un bon tiers ou une bonne majorité qui travaillent dans le secteur privé. Le fait de travailler dans le secteur privé ne rend pas inapte à remplir des fonctions publiques. Mais admettez qu'il y a quand même une différence entre le balayeur d'Areva et le PDG. Vous êtes d'accord sur ce point, je pense. Si c'est le balayeur qui est élu, peut-être que son comportement vis-à-vis des augmentations de salaire ne sera pas... Jean-Luc Mélenchon, on va rester quand même encore sur l'analyse de ce gouvernement. Ce point est très important, monsieur Namia. J'en fais une affaire de fond. Et vous avez dit la caste est au pouvoir, et à la fin des élections législatives, si on donne une majorité absolue et les pleins pouvoirs à monsieur Macron, la caste aura tous les pouvoirs. C'est pourquoi monsieur Bayrou, à mon avis, tire un peu court dans ses propositions. Il y a évidemment une proposition que j'approuve, c'est la question que vous m'aviez posée. La suppression de la Cour de justice de la République, c'était dans mon programme. Je ne vais pas dire maintenant que je suis contre, parce que c'est M. Bayrou qui le propose. Mais M. Bayrou devrait aller plus loin, et notamment donner au peuple le pouvoir de renverser un élu par référendum révocatoire. J'ai proposé cette méthode pour que le peuple lui-même puisse intervenir. Et enfin, je voudrais dire que je trouve anormal qu'on donne l'impression que le seul problème avec l'argent qu'il y a dans ce pays, ce sont les élus. Non, le vrai et le grand problème, quand il y a des corrompus, c'est celui des corrupteurs qui se sentent autorisés à le faire. Et notamment l'immoralité de ceux qui fuient l'impôt en France et courent se cacher. Alors, pardon, monsieur Namir, non, mais on va rester sur le important. On va rester sur le gouvernement. Des grands chefs d'entreprise qui vont se cacher pour se soustraire à l'impôt. Alors donc, l'impôt doit devenir universel. Je pense que monsieur Bayrou devrait frapper de tous côtés en même temps la caste et pas seulement les politiques. Les propositions sont entendues. Vous avez parlé d'une de vos propositions fortes. Révoquer le pouvoir de révocation des élus. Vous avez une déclaration aussi cette semaine qui n'est pas passée inaperçue. Vous vous êtes déclaré content, je vous cite, de voir le ministre Richard Ferrand épinglé. Est-ce que son maintien au gouvernement, qui a été réitéré à plusieurs reprises par notamment le Premier ministre, somme toute, fait vos affaires et vous permet de développer cette campagne à quelques jours des législatives? J'ai essayé de répondre avec humour parce que la semaine précédente, pour un mot d'une seconde et demie dans un discours de 3/4 d'heure qui était le 11e de la semaine, j'ai eu droit à un épinglage en règle pendant plusieurs jours. Sur Bernard Cazeneuve, on y viendra. Donc quand est arrivée l'affaire Ferrand, je me suis dit le moment est venu d'y mettre du sourire. Ouais. Et donc j'ai dit ça tombe bien, laissez-le là. Il est la démonstration évidente que dorénavant c'est comme auparavant, parce que M. Ferrand n'est pas n'importe quel personnage dans le système de M. Macron, c'est lui qui a mis en place toutes les candidatures de la République en marche. Donc je suis moins surpris maintenant de ce que je vois sur le terrain, c'est-à-dire du nombre de gens qui sont très directement liés au monde des affaires. Si la nouvelle loi Bayrou était en vigueur aujourd'hui, est-ce qu'il serait hors la loi, ben non, pas du tout. La nouvelle loi ne le concerne d'aucune manière. Ne concerne d'aucune manière ce qu'il a fait à ce moment-là. Mais comprenez-moi bien. Et je trouve que c'est une très bonne illustration de ce que je dis. Le monde des affaires ne réagit pas aux mêmes logiques, aux mêmes impératifs que le monde politique. Dans le monde des affaires, M. Ferrand a été habile et adroit. Et je suppose que les gens qui le regardent faire se disent bien joué. Mais le même comportement de la part d'un homme public passe pour quelque chose d'inacceptable moralement. Voilà. Donc plus vous mettez des gens qui viennent du monde des affaires,
plus vous êtes certain, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, de tomber sur des affaires. Et vous verrez quand... On en revient à la j'en reviens à vous dire que sur le fait Ferrand, que pour faire de la politique, il faut de tout, y compris des gens qui viennent du privé, mais néanmoins, ça semble vous poser des difficultés. Attendez, mais vous êtes quand même terrible. Vous faites toujours des catégories. Les gens qui viennent du privé, il y a 1000 manières de venir du privé. Vous êtes un ingénieur, vous êtes un architecte, vous venez du privé. Mais l'autre attitude, c'est d'être, l'autre situation, c'est d'être un très grand responsable d'une très grande entreprise, d'être un lobbyiste. Ce n'est pas pareil, vous ne pouvez pas mettre un signe égal. Donc, j'y reviens, Monsieur Ferrand étant hors d'œuvre. Vous aurez, vous les journalistes, bientôt, à connaître par dizaines de situations qui vous paraîtront politiquement inacceptables, mais qui pourtant le sont dans le monde des affaires. Ne me dites pas le contraire. Y compris au sein de ce gouvernement, vous pensez, consiste à jouer sur des différences de coûts. L'essence du capitalisme, c'est ça. Donc, par définition, tous les gens qui y ont les doigts ont été obligés à un moment ou à un autre de leur vie, ou ont trouvé habile, de jouer de ces différences de coûts et des arrangements que la loi rend possible. Parce que M. Ferrand dit je n'ai rien fait d'illégal. Alors précisément sur la loi et la morale, voilà, Yohann Usaï. Justement, d'un point de vue strictement judiciaire, rien pour l'instant ne peut être reproché à Richard Ferrand. On est là davantage sur le terrain de la morale que sur le terrain de la légalité. Alors est-ce qu'en politique, la morale peut prendre le pas sur le droit, justement ? Alors, pardon, je vais me faire de la pub, mais en pleine campagne électorale, j'ai édité un livre qui s'appelle « De la vertu ». Et j'ai montré comment la morale était une affaire d'ordre privé, qui souvent a ses racines dans la religion ou les conceptions philosophiques particulières. Bien. Tandis que quand on est dans la sphère publique, c'est un principe qui entre en ligne d'action, que j'appelle la vertu. On ne doit rien faire dans la sphère publique qui soit autre chose que bon pour tous, et pas seulement pour soi. Et dès lors, cette vertu, ce principe peut s'appliquer à chacun des actes qu'on pose dans la vie. Lorsque vous posez un acte, demandez-vous si, à la condition que tout le monde en fasse autant, la vie serait supportable. Voilà. Donc, en effet, la vertu est un principe d'action publique, et je vous invite à lire mon livre, qui ne coûte que 5 € et qui se lit très bien. C'est déjà vendu à 60 000 exemplaires. Et fait Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas de la pub, c'est une réponse plus complète que je pourrais le faire en vous renvoyant la balle et en vous disant oui, pas la morale, la vertu. La vertu est un principe républicain. Jean-Luc Mélenchon, on connaît dorénavant le calendrier du gouvernement. Les ordonnances qui portent réforme du droit du travail seront adoptées si le Premier ministre tient son calendrier. En tout cas, en Conseil des ministres, le 20 septembre. Est-ce un calendrier, d'abord, est-ce un calendrier raisonnable ? 3 mois pleins pour réformer, discuter du code du travail. Ça ne l'est nullement. Les 3 mois pleins sont des mois d'été. Tout le monde a le droit à un peu de repos, y compris nous qui allons être parlementaires. Parce que nous sommes en campagne depuis des mois et des mois et des mois. Ah, vous anticipez déjà votre élection, je note. Vous. Je dis nous, parlementaires, en toute hypothèse, j'imagine tous ceux qui vont l'être et qui vont être mobilisés. On a besoin que la poussière retombe, qu'on puisse bien examiner l'ensemble des éléments de la situation. C'est un coup de force. Et M. Macron a une politique de choc social. Je vous demande de bien apprécier l'ampleur de ce qu'il a décidé. Car la loi El Khomri avait déjà inversé la hiérarchie des normes dans notre pays en donnant à l'accord d'entreprise une valeur supérieure à la loi, ce qui est le contraire de la République sociale dans laquelle nous vivons depuis la libération, et qui ramenait à avoir en quelque sorte un code de la route par rue, et donc un code du travail par entreprise. Mais M. Macron a décidé d'élargir le champ des questions qui pourront être réglées dans l'entreprise. On peut donc imaginer que la durée du travail, puisque lui-même s'est prononcé contre la durée de 35 heures, en disant que pour les jeunes, c'était 40 ou 45 heures qu'il fallait imaginer. Donc, la durée du travail hebdomadaire, quotidienne, peut-être même l'âge de l'embauche, qui sait, toutes ces questions vont être mises en cause et le code du travail va être mis en cause. Laissez-moi vous dire une chose, le code du travail pour nous autres, c'est pas la même chose que pour beaucoup. C'est pas le code de la route. Chaque page est écrite avec des grèves, des manifestations, des bagarres, du sang et des larmes. Ce sont les propositions qui protègent les travailleurs. Et là, chaque modification devront être entérinées par les forces syndicales également, donc et par des accords dans les entreprises. Je suis bien surpris de voir un éditorialiste comme vous se faire le chantre du corporatisme. Parce que, voyez-vous, même autrefois, quand il y avait un accord de branche... Je n'ai pas entendu ça dans la question de Nicolas Barré. Mais moi, je vais le montrer. Je vais le montrer parce que c'est un homme intelligent, on le connaît. Donc, je pense que mon argument va le percuter. Oui, le monde des affaires est intéressé à avoir de quoi, par-dessus tout, de la visibilité, contrairement à ce que disent beaucoup, de la visibilité, ce qui souvent veut dire de la stabilité dans la loi. Vous n'avez plus de stabilité à partir du moment où tout se discute entreprise
entreprise par entreprise. Tout le monde sera obligé de s'aligner sur le moins-disant social parce que ça représentera une diminution du prix de revient qui sera tout à fait remarquable. Attendez, j'ai pas fini. Tout le monde serait-il obligé de s'aligner sur ce moins-disant ? Mais bien sûr que oui, vous le savez aussi bien que moi. Si vous produisez une prestation qui coûte moins cher que l'autre, c'est vous qui avez le dernier mot. Enfin, tout le commerce mondial repose là-dessus. Encore faut-il qu'il y ait des accords dans ces entreprises. Voilà, je reviens à votre question, mais auparavant, je vous aurais quand même mis un petit taquet pour vous faire réfléchir sur la conséquence du fait qu'il y a à mettre toutes les entreprises. On vous a connu plus virulent sur les taquets, Jean-Luc Mélenchon, mais l'émission n'est pas terminée. C'est une manière de sourire quand même. Absolument. Bon, mais vous êtes sinistre. Laissez-moi vous répondre. On essaie de ne pas. Quand vous avez ce que vous venez de dire, vous dites il faudra qu'il y ait un accord des forces syndicales. Mais je ne suis pas d'accord avec ça, moi. Parce que quand il y avait jusque-là un accord de branche, que par extension, le Parlement l'étendait à tous les travailleurs. Si bien qu'en France, quoique nous ayons un niveau de syndicalisation inférieur à celui d'autres pays d'Europe, les travailleurs sont mieux protégés par les conventions collectives que dans n'importe quel autre pays d'Europe. Pourquoi ? Parce qu'on le vote au Parlement. Qui est au Parlement ? Au Parlement, vous avez les deux parties prenantes, syndicats et patrons, et la troisième partie prenante, la société tout entière. Mais la société, pardon, monsieur Namias, mais justement, la société tout entière est intéressée à un accord qui, par exemple, met en cause la santé des travailleurs parce qu'on les épuise par trop de travail. Parce qu'à la fin, qui paye ? Toute la sécurité sociale. Vous parlez beaucoup des syndicats, Jean-Luc Mélenchon, mais les premières rencontres avec les syndicats se sont plutôt bien passées. Ils ne semblent pas pour l'instant prêts à monter au créneau contre le gouvernement. Est-ce que vous, personnellement, vous souhaitez une opposition frontale avec le gouvernement sur ce projet de réforme du Code du travail ? Ah, ce serait un véritable cadeau. Alors Mélenchon plus dur que les syndicats. Mais c'est le chef de l'État lui-même qui, répondant à M. Le Drian qui lui dit comment ça s'est passé, a répondu ça s'est très bien passé, j'aurais rien dit. Alors dans ces conditions, en effet, toutes les rencontres sont suaves. Mais les est-ce que vous tenez ça, Jean-Luc Mélenchon ? Je n'ai pas eu cette information. Pardon ? Comment vous connaissez les conversations entre le chef de l'État et Jean-Yves Le Drian ? Je vous invite, M. Namias, à aller sur les réseaux sociaux. Très bien. Vous avez souvent des vidéos extrêmement instructives. Cette déclaration m'avait échappé. Oui. Voilà, ça a été dit, vu et commenté par plusieurs de vos confrères. Donc je n'invente rien. Et au demeurant, quand une élection vient d'avoir lieu, je trouve normal que les organisations syndicales commencent par manifester le fait qu'elles s'inclinent devant le suffrage universel. Je trouve ça normal. Nous ne sommes pas en guerre civile et je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à sans cesse être dans une position frontale. Mais s'il faut, ça veut dire que s'il y a la majorité à l'Assemblée nationale, les Français auront tranché, donc vous n'appellerez pas à manifester contre cette réforme. Alors, il me reste donc à vous instruire sur ce qu'est la démocratie. La démocratie, ce n'est pas un blanc-seing qui est donné aux élus. Si précisément il y a des élus, à ce moment-là, monsieur, il n'y aurait plus besoin d'assemblée. Il suffirait qu'on ait un programme, il a été adopté par une majorité et on l'exécute. Non, il y a une assemblée. Pourquoi ? Parce qu'on va discuter, on va amender, parce que la France est composée de plusieurs points de vue sur la question et que le fait que l'on ait décidé majoritairement quelque chose ne retire pas le droit aux autres de continuer à maintenir leur avis et essayer d'en faire la démonstration de la valeur. Très bien. Donc, il y a un débat et il y aura l'exercice de la démocratie sociale. Et je suis très choqué de voir que le porte-parole du gouvernement ait pu oser dire qu'on n'aurait pas le droit de bloquer le pays, menaçant ainsi les organisations syndicales et les gens qui voudraient manifester. Je vous rappelle qu'on a eu, sous M. Hollande, 2200 et des poussières condamnations, des gens éborgnés, gazés, matraqués de toutes sortes. Je trouve que M. Castaner, qui est un socialiste, c'est peut-être pour ça qu'il parle d'une manière aussi violente aux travailleurs, mais je trouve que ses propos étaient tout à fait exagérés. Pas très loin d'ici d'ailleurs, à Fort-Calquier. Autre débat qui va avoir lieu. Il n'est pas élu pour l'instant, il est candidat. En tout cas, il est sortant. Celui sur la fiscalité, notamment la CSG, Nicolas Barré. Sur la CSG, justement, vous dénoncez le projet du gouvernement qui propose d'augmenter la CSG et en contrepartie de supprimer des allocations, des cotisations maladie et chômage. Et donc de plus que compenser par cette suppression de cotisations. Pourquoi est-ce que vous êtes contre cet impôt qui frappe aussi le capital d'ailleurs ? Alors, c'est clair que la CSG a une assiette qui déborde sur le capital. Si j'avais eu à en connaître, j'aurais modifié l'assiette pour qu'elle prenne davantage sur la plus-value. Parce que j'estime que lorsque la richesse est produite, il est bon qu'elle soit répartie de manière plus équitable entre ceux qui la produisent et ceux qui ont simplement investi le capital. Donc c'était juste pour vous dire que le principe de la CSG c'est une contribution intéressante. Mais attendez, il faut aller au fond de votre affaire. Regardez bien comme c'est pervers.
On va supprimer les cotisations chômage. Les retraités vont payer la CSG. Le système assurantiel, c'est que vous achetez une assurance pour vous protéger d'un risque. Expliquez-moi voir quel est le risque de chômage du retraité. Il n'y en a pas pour la raison qu'il est retraité. De la même manière, si vous regardez comment ça va se passer, jusqu'à 1200 € de revenus mensuels, ce qui est beaucoup, vous allez vous faire délester de 250 € dans l'année. Par contre, dès que vous allez être en dessus, c'est-à-dire tout en haut de l'échelle des salaires, la compensation, c'est-à-dire ce qui sera passé, que vous payez autrefois en cotisation, pardon monsieur, et que vous allez retrouver en salaire, va être que les hauts salaires vont gagner plus, tandis que les bas salaires vont Jean-Luc gagner Mélenchon, moins. les chiffres du gouvernement, c'est 260 € annuels de gains pour un SMIC. Donc, c'est-à-dire, là, nous n'avons vraiment pas les mêmes chiffres. Ce sont les chiffres du gouvernement. Écoutez, les gens, oui, mais vous avez le droit de croire. Il y a un gain ne prenez pas cet air ennuyeux. Si vous partez du fait que ce que dit le gouvernement est vrai, faites un autre métier, faites porte-parole du gouvernement. Non, j'oppose les chiffres du gouvernement pour savoir quelle est votre réponse. Mais je viens de le faire. Je viens de vous dire que ce n'est pas mon calcul. Vous ne pouvez pas m'objecter que les chiffres du gouvernement seraient plus vrais que les miens. Regardez ce qui circule de partout. Allez lire les Échos et vous verrez dans les Échos, c'est parfaitement expliqué. Ceux qui gagnent le plus gagneront le plus. Mais monsieur Namias, comme vous-même, monsieur l'éditorialiste, écoutez-moi. Nicolas Barré, c'est le nom de l'éditorialiste des Échos, je du dis patron des Échos. l'éditorialiste parce que ça l'installe dans son statut qui est plus important. Écoutez-moi bien. Écoutons votre réponse. Laissons un instant de côté le fait que ceux qui gagnent le plus vont gagner encore plus. Après tout, ça peut très bien faire leurs affaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les petites payes, les petites retraites vont perdre 260 € dans l'année. Écoutez, c'est très grave. Pourquoi? Parce que si vous regardez ça individuellement, il y a des gens qui vont basculer dans la pauvreté à cause de ça, ça va tomber le mois où ils payent pas le loyer, où ils payent pas l'électricité et où ils vont avoir toutes sortes de problèmes. Mais si vous regardez en macroéconomie, c'est-à-dire la somme que ça va retirer de la consommation populaire, car la consommation des gens qui gagnent 1200 €, c'est qu'ils dépensent 1200 € parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Ça fait 20 milliards de moins retirés de l'activité. Alors dites-moi, monsieur l'économiste, si vous trouvez que c'est le moment de retirer 20 milliards de l'économie réelle. Vous ne prenez qu'un côté de l'équation. Vous savez très bien qu'il y a un gain net. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit le projet du gouvernement. Vous et moi, nous ne gagnons pas 1200 €, monsieur. Nous gagnons plus. Eh bien, nous, quand nous avons 200 ou 300 € de plus, ne me dites pas qu'on court les dépenser, ce n'est pas vrai. Ça va rentrer dans une logique d'épargne qu'aussi bien tout le monde observe. On voit que l'épargne des hauts salaires augmente parce que les hauts salaires savent qu'ils sont menacés eux aussi par la précarité et que donc il y a des niveaux de rendement de l'épargne qui ne retrouvent pas dans l'activité réelle. Donc, racontons pas d'histoire. C'est 20 milliards de moins. Vous auriez raison si vous et moi, gagnant 200 € de plus ou 300 € de plus, on se précipitait pour aller acheter au magasin du coin de la nourriture de plus. Ce n'est pas vrai. Alors, le problème arithmétique est posé, j'en reviens. Non, c'est un problème économique. Alors, est-ce que retirer 20 milliards de l'économie réelle, c'est une bonne idée? Il reste quelques minutes avant la fin de cette émission. On voudrait vous poser quelques questions politiques et sur votre candidature notamment. Nous sommes ici à Marseille. On aperçoit le magnifique port derrière vous, sous un soleil absolument radieux. Vous êtes candidat dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Alors, c'est une circonscription qui est considérée comme acquise à la gauche et donc comme facile pour vous. Pourquoi ne pas avoir choisi d'aller dans une circonscription où le Front National est puissant pour aller chercher le Front National sur son terrain? Merci de me suggérer les attitudes quichotesques qui correspondent à mon personnage. Mais pour le reste vous nous avez habitués à ça. À la sortie de... Oui, c'est vrai, je l'ai fait aussi, mais je sais faire d'autres choses. À la sortie des élections présidentielles, il est apparu que j'étais en tête de toutes les formations politiques dans les grandes métropoles du pays. Mon devoir de conduire la bataille des élections législatives m'a conduit à décider de m'y présenter. Et donc, il fallait choisir où. J'ai choisi la ville de Marseille parce que c'est celle qui a le plus à dire au pays et qui se trouve être aujourd'hui privée de voix parce que les querelles intestines à la ville et à la classe politique de cette ville absorbent toute leur énergie. Or, nous avons ici le quartier le plus pauvre de toute la France, nous avons une concentration de richesses, nous avons une population qui vit dans une forme d'abandon qui l'a conduit à des formes d'auto-organisation et à la présence d'un mouvement social extrêmement puissant et tout cela fait que je veux le représenter à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon. Mais attendez, je veux terminer en disant que vous commencez à me chauffer sur cette histoire d'aller dans le quartier où le Front National est fort. D'abord, il y a déjà quelqu'un qui est candidat à cet endroit dont nous considérons, nous, qu'elle est emblématique de la France que nous voulons construire. Il s'agit de Madame Sarah Swahili, qui est une championne de boxe et en même temps une doctorante en criminologie. Et cette jeune femme étant de surcroît pour partie comorienne, eh bien représente la France. Et moi, je suis tellement fier de l'avoir dans nos rangs
qu'il ne m'est pas venu à l'esprit d'aller la remplacer. C'est elle qui va battre cet homme d'extrême droite, dont je rappelle qu'il n'est maire de son... Stéphane Ravier. Oui, monsieur Stéphane Ravier, n'est maire de cette commune, de cette partie de la commune de Marseille, que parce que le Parti Socialiste a maintenu sa liste au deuxième tour des élections municipales. Et je voudrais vous dire que pendant qu'on y est, monsieur Cazeneuve vient la semaine prochaine dans la circonscription de monsieur Menucci. Alors, est-ce que ça n'est pas une forme de mansuétude à l'égard de monsieur Ravier? Pourquoi monsieur Cazeneuve n'irait-il pas dans la circonscription d'extrême droite? Et hier, monsieur Mélenchon, c'était le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui vous voyez, j'ai déjà attiré venu ça défendre le candidat En Marche. Il y a tout le gouvernement qui défile ici. Mais vous avez évoqué là deux sujets qui appellent des questions, Bernard Cazeneuve, et peut-être aussi d'abord l'attitude vis-à-vis du Front National, le maintien ou non en cas de, si clairement un de vos candidats ou vous êtes moins bien placé qu'un autre candidat pour l'emporter, est-ce que vous faites comme la stratégie adoptée par En Marche, la stratégie adoptée par les Républicains de François Baroin, c'est-à-dire il faut battre le Front National à tout prix? Alors, clairement, la consigne restera la même. Pas une voix pour le Front National. Et je me permets humblement, si vous le permettez, de faire remarquer que sont responsables du résultat du Front National ceux qui votent pour le Front National. Donc un démocrate ne peut rien faire d'autre que d'essayer de convaincre des gens qui votaient Front National de voter pour quelqu'un d'autre. Je pense que nous y avons réussi mieux que n'importe qui dans l'élection présidentielle. Et je redis, en profitant de votre micro, aux gens, écoutez, c'est pas parce que vous êtes fâché qu'il faut devenir facho. Et vous avez, avec la France insoumise, une puissance politique de première grandeur qui ne combine et ne s'arrange avec personne. Donc, si vous voulez un bulletin de vote qui passe un coup de balai, eh ben maintenant, vous en avez un deuxième, vous en avez un qui s'appelle la France insoumise. Mais sur cette question précise, rapidement, parce que l'émission touche à sa fin, nous ferons tout ce qu'il faut pour que le Front National n'ait pas de députés. Y compris désister vos candidats s'il le faut. Et nous étudierons cas par cas parce que nous avons repéré à la fin de l'élection présidentielle que quand on disait pas une voix pour le Front National et qu'on dit il faut battre le Front National, on en déduisait que ça voulait dire vive Macron. Nous ne dirons pas vive quelqu'un, si c'est ça que vous voulez me faire dire. Nous allons donc étudier circonscription par circonscription comment s'assurer que le Front National n'ait pas de députés. Pas parce que nous voulons autre chose que la démocratie, c'est tout. Dans une démocratie, vous vous présentez. Ouais. Mais monsieur Namia, je veux quand même dire une chose. Ceux qui souffrent le plus du Front National, c'est nous. Parce que c'est nous que le Front National divise. Il divise les pauvres gens d'après leur race, d'après leur religion. La race, le mot est de trop, parce qu'il ne veut rien dire. Jean-Luc Mélenchon. D'après leur couleur de peau. Donc c'est nous qui sommes les mieux placés pour faire le ménage du Front National. Une dernière question, Nicolas Barré. Vous avez cité Bernard Cazeneuve tout à l'heure. Vous refusez toujours de retirer vos propos. Vous aviez dit ce gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse. Déclaration, je n'ai rien déclaré du tout. Je faisais un discours dans la rue. C'était le 11e de la semaine. Je venais de parler 3 quarts d'heure et pour un mot, on me fait une histoire. Donc je n'ai qu'une chose à vous dire. Monsieur Cazeneuve a dit qu'il me ferait un procès en diffamation. Eh bien, faisons un procès en diffamation. À cette occasion, enfin, les circonstances extrêmement troublantes de la mort de Rémi Fraisse seront discutées. Et vous verrez qui, à la fin, sortira grandi de cette histoire. En tout cas, tous mes amis du Sud-Ouest m'ont dit, surtout ne recule pas, parce que nous allons enfin pouvoir avoir un procès. Donc, je dis à monsieur Cazeneuve, qui a beaucoup fait matraquer et gazer pendant toute la loi El Khomri, qui est l'inventeur de la NAS pour enfermer des manifestants et qui a déployé des consignes d'une brutalité inouïe dans le cas du testé, que le procès en diffamation ne me fait pas peur. Ce sera le procès de ces méthodes policières qui n'étaient pas bonnes et qu'il aurait dû assumer en responsabilité en présentant sa démission, comme je l'avais demandé à l'époque, ainsi que Madame Duflot, ainsi que beaucoup de gens l'avaient fait à l'époque dans le pays. Cette émission touche à sa fin, compte tenu des propos sur Bernard Cazeneuve que vous venez encore de prononcer. Je doute effectivement qu'il lève sa plainte en diffamation. Merci, en tout cas, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir été l'invité de ce grand rendez-vous. Merci à vous en direct de Marseille. D'être venu jusqu'à moi dans cet endroit magique. Mais c'était un plaisir d'être ici à Marseille.